Europe 1, histoire de Coupe du Monde. Il va centrer, il centre, oui, Dominique Rocheteau. Patrick Lemoine. Comme aujourd'hui en Russie, la France et l'Argentine ont joué le même jour, il y a 40 ans à l'occasion de la 11e Coupe du Monde. À un détail près, elles ont joué l'une contre l'autre le mardi 6 juin 1978 à Buenos Aires. Battues 2-1, cela s'est mal terminé toutefois pour les Bleus, dirigés par Michel Hidalgo. Ce fut d'autant plus cruel qu'ils sortaient ainsi de la phase finale dès le deuxième match. Et pourtant, cette défaite est considérée comme ayant été le match fondateur de la génération Platini, celle de Platoche, des Battiston, Bossis, Rocheteau, Lacombe, Six, demi-finaliste 4 ans plus tard à Séville et championne d'Europe en 1984. Une bande dont les 4 premiers poussèrent jusqu'au mondial mexicain et ce quart de finale d'anthologie remporté le 21 juin face au Brésil à Guadalajara. Oui, ce soir-là, à Buenos Aires, les Français jouèrent si bien, si juste, avec tant de fraîcheur et d'enthousiasme, que même la Nación, l'un des plus importants quotidiens argentins, estima que la France aurait sans doute mérité de ne pas quitter le stade vaincu. Alors, pourquoi a-t-elle tout de même perdu ? Eh bien parce qu'elle a été volée, et dans les grandes largeurs par-dessus le marché. Ce qui, à défaut de la consoler, avait le mérite de la rajeunir de quasiment 2 ans et de la renvoyer au 9 novembre 1976 à Sofia où tout, au fond, avait commencé pour elle. Quand cet après-midi-là, la toute jeune équipe de France qui faisait ses premiers pas dans les qualifications avait failli perdre face à la Bulgarie parce qu'à 2 minutes de la fin, un arbitre écossais nommé Yann Foot avait sifflé, pour une faute imaginaire de Maxime Bossif, un penalty qui fit péter un câble au regretté Thierry Roland. L'envie de découvrir une compétition, la compétition suprême, quand on est joueur de foot, et puis Patrick Battiston. En découdre avec quand même de belles équipes qui étaient dans mon groupe, savoir l'Italie, l'Argentine et puis la Hongrie. Donc c'était essayer de rivaliser avec ces équipes. Ça venait après le match France-Brésil où nous allions gagner, donc il y avait une sorte de confiance, en même temps une petite crainte parce qu'on ne connaissait pas trop encore la compétition, mais l'envie de vraiment de réaliser le rêve le plus fou qu'on pouvait avoir lorsqu'on était jeune. Dans la fraîcheur de la nuit de l'automne austral, ce n'est pas un, mais ce sont 2 pénaltys qui, cette fois, vont faire le malheur de Platini et ses potes ce mardi 6 juin 1978 au Stadio El Monumental de Buenos Aires, le stade de River Plate, où 2 semaines et demie plus tard, l'Argentine s'imposera en finale face aux Pays-Bas 3-1 après prolongation. Pour les Français, les données sont simples. Déjà battus de 1 par l'Italie à Mar del Plata lors du premier match, ils ne doivent pas perdre. Et ils se sont mis en condition pour cela. Ils sont d'autant plus à cran que cette défaite et les commentaires qui en ont découlé leur sont restés en travers de la gorge. Sportivement, c'est vrai, ils se sont ratés ce vendredi-là. Ils le savent et ne refusent pas de se l'entendre dire. Après avoir ouvert le score par Bernard Lacombe dès la 37e seconde, ils se sont ensuite vus trop beaux, renforcés sans doute par l'idée saugrenue qu'ils étaient invincibles puisqu'ils n'avaient plus perdu depuis 10 matchs. Ce qui n'était pas une attitude à avoir face à des Oft, Gentile, Chirea, Rossi et compagnie, beaucoup plus expérimentés et qui allaient sans trop de soucis renverser la situation. Les critiques qui ne sont pas passées, en revanche, sont celles concernant leur comportement. Il est notamment reproché à quelques-uns de s'être déconcentrés avant la rencontre en passant, après en avoir discuté entre eux, un coup de cirage noir sur les 3 bandes de leurs chaussures au motif qu'ils estimaient que la prime de leur équipementier était insuffisante, ce qui n'était pas faux. Ce qui les a beaucoup touchés surtout, c'est que certaines gens à Paris ont sauté sur l'occasion pour les accuser de traverser cette Coupe du Monde comme si de rien n'était,
alors que depuis mars 1976, l'Argentine était sous le joug de la junte assassine de Videla et de ses complices. Ça, en revanche, c'était faux. Car des 16 pays participants, c'est la dernière Coupe du Monde qui se jouera avec ce nombre d'équipes, la France et les Pays-Bas furent les deux nations à la pointe du combat pour demander officiellement des comptes au régime sanguinaire des généraux. De façon discrète, mais réelle, Dominique Rocheteau, Jean-Marc Guilloux, Marius Trésor et Henri Michel apporteront par surcroît des témoignages de sympathie aux maires et aux grands-mères de la place de Mai, ces femmes courageuses qui défilaient 24 heures sur 24 devant le siège du gouvernement pour réclamer des nouvelles de leurs fils, maris et frères, entre guillemets disparus depuis 2 ans. C'est dire si Platini, Battiston, Bossis, Battenet et leurs 7 copains sont remontés comme ils ne l'ont jamais été lorsque Jean Dubac, un Suisse, donne à 19h15 le coup d'envoi devant 71 666 spectateurs et sous les regards de Videla, Macera, Agosti, les 3 tyrans au pouvoir. Face aux Bleus, les 11 Argentins ne font pourtant pas les fieros. Après avoir été accrochés jusqu'à la 83e minute 4 jours plus tôt, ils s'en sont finalement sortis avec une heureuse victoire 2-1 face à des Hongrois qui ont terminé la partie à 9. Ce soir-là, on a surtout remarqué qu'au-delà de l'indulgence du corps arbitral à leur endroit, déjà, les Argentins ont certes aligné quelques belles individualités, Kempes, Ardiles, Alonso par exemple, mais cela n'a pas fait une équipe. En fait, on rentre sur le terrain avec l'idée de... D'abord, on est très motivé, on veut en découdre, on veut vraiment jouer ce match dans des conditions particulières parce que c'est le pays qui organise, la ferveur. Patrick Battiston. Alors, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il fallait monter des marches pour accéder, il y avait une trappe et pour accéder au terrain. Et on était en bas, moi je m'en souviens, j'étais en bas, j'étais pigné, j'avais qu'une envie, c'est que la porte s'ouvre et qu'on y aille. Donc, enfin, pas des gladiateurs, mais presque tout comme. Donc, lorsque la trappe s'ouvre, on entend une clameur extraordinaire, on monte et on est pris par tous ces papiers qui volent, cet enthousiasme argentin pour l'équipe, pour son équipe. Et nous, on arrive, mais... paradoxalement, en tous les cas pour moi, je suis rentré et je n'ai plus rien entendu. C'est-à-dire que je suis resté focalisé sur ce qu'il y avait à faire sur le terrain. Et les hymnes, bien sûr, on entend l'hymne français, on imagine les gens qui sont loin de nous, qui nous regardent et qui ont envie qu'on réussisse quelque chose de grand. Et puis à partir de là, le coup de sifflet, c'est terminé, on est concentré, enfin moi je suis concentré sur ce que j'ai à faire sur le terrain devant des adversaires de grande réputation. Face aux Français, on ne tarde pas à s'apercevoir que Luis César Menotti a beau être génial, il n'a pas trouvé depuis le petit truc qui lirait son fond de sauce. Sans aller jusqu'à affirmer qu'il n'y a qu'une seule formation sur le terrain lors des 45 premières minutes, le ballon est beaucoup plus souvent dans les pieds des Bleus que dans ceux de l'Albi-Céleste, et lorsqu'ils l'ont, ils en font un bien meilleur usage. Le jeu de cette équipe de France sans expérience à ce niveau. Si l'on met de côté Trésor et Michel, sa moyenne d'âge est de 21 ans et ne dépasse pas 15 en matière de sélection. Le football donc pratiqué par ces gamins est mieux construit, plus fluide, plus rapide et techniquement il n'y a face à eux pas de rival pour Platini, Michel ou Bossis. En 2 ou 3 occasions, Ubaldo Filiol, le gardien de River Plate, ne va d'ailleurs pas être mécontent de s'en tirer sans casse. Bref, ce 0-0 sur lequel va être sifflé la mi-temps est plutôt avantageux pour l'Argentine. Survient la 45e minute, moins une poignée de secondes. Un corps-à-corps viril entre Marius Trésor et Leopoldo Luque, l'avant-centre, débouche sur un corner. René Ousmane se prépare à le tirer, alors que là-bas, Passarella, le capitaine Ardiles et 2 ou 3 autres joueurs ont entrepris le siège de Jean Dubac. Déstabilisé,
Le Suisse va consulter Werner Wiesmann, son juge de touche canadien, puis revient sur sa décision et indique le point de pénalty. Il expliquera plus tard que Trésor a sorti le ballon de la main, ce que les ralentis de la télévision argentine ne confirmeront pas, pour la simple et bonne raison qu'il n'en sera diffusé aucun. Injustement mené 1-0 sur le fond et sur la forme, les Bleus ne vont cependant pas faire n'importe quoi à leur retour du vestiaire. Mieux, comme si la malveillance dont ils ont été victimes les avait transcendés, leur jeu est aussi, voire plus emballant qu'avant le repos. Et à la 60e minute, ils égalisent à la suite d'une merveille d'action qui voit Patrick Battiston pénétrer dans les 16 mètres argentins. D'une louche par-dessus un défenseur, il transmet à Bernard Lacombe qui à son tour lobe filiole. Après avoir frappé la transversale, le ballon revient sur le pied gauche de Platini qui marque 1-1 et ce n'est que justice. Moi j'ai eu la chance d'avoir un peu contribué au but français, au but de Michel, ça sur Bernard Lacombe, sur la transversale. Voilà, moi je me souviens de ça et puis ce penalty qui arrive bizarrement et qu'on a du mal à accepter. On sent que c'est une décision injuste. En tous les cas, on le ressent comme ça et que on veut montrer qu'on est capable de rivaliser et qu'on est motivé pour remporter ce match. Donc forcément, on a le couteau entre les dents et on peut gagner ce match et le remporter. En tous les cas, essayer d'obtenir un très très bon résultat parce qu'on sentait que ce match-là était à notre portée. Dans les instants qui suivent, Didier Six a d'abord une balle de 2-1 au bout du soulier, mais il tire à côté. Puis, alors qu'il file seul vers le but, il est rattrapé et si durement serré par deux défenseurs qu'il s'écroule 2 à 3 bons mètres à l'intérieur de la surface de réparation sans que Monsieur Dubac ne trouve à y redire. La faute a beau être flagrante, le Suisse se justifiera plus tard en disant que, je le cite, « le Français a plongé ». Là-dessus, d'un superbe tir de 25 mètres à la 75e minute, Louquet plie le match. Et la classe biberon d'Hidalgo n'a plus alors que ses yeux pour pleurer. Tous les joueurs, ou presque, avoueront pourtant dans les années qui suivront que ce soir-là, leur métier est définitivement rentré. Quant à l'arbitre Jean Dubac, sa fédération le radiera à vie, un mois après son retour au pays.